Bonjour, alors ici aujourd'hui on est sur Évian, on est place Charles de Gaulle pour un événement important. Il y a un regroupement, au niveau de la ligne du Tonkin et je suis à côté du président de l'association qui va nous présenter lui-même. Oui, alors Joël Grandcolo, donc je suis président de l'association RER Sud-Léman donc depuis 3 ans maintenant et j'étais à l'origine de la création de l'association il y a 20 ans. Ouais. Ah, il y a déjà 20 ans, donc ça ne remonte pas aujourd'hui, effectivement. Alors qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui à propos de cette ligne du Tonkin? Parce qu'on sait que ça fait un grand nombre d'années qu'elle est fermée, elle est à l'abandon, tout est un peu... c'est hors d'usage, on ne pourrait pas l'utiliser en tant que telle aujourd'hui. Mais vous, qu'est-ce que vous demandez? Nous, on demande le rétablissement de cette ligne au plus vite, dans le prolongement soit du Léman Express côté Genève, soit du RER Valais, donc côté valaisan. C'est le dernier maillon manquant ferroviaire autour du lac Léman maintenant. Donc eux, voilà, ils sont propriétaires de la ligne, eux ils sont évidemment ouverts à toute réouverture, ils ne la feront pas seuls, il faut qu'il y ait une volonté politique derrière, je pense qu'on l'a en ce moment. Toutes les collectivités sont assez en phase pour dire qu'il faut rouvrir cette ligne. Maintenant le nerf de la guerre c'est le financement comme dans tout projet. Justement à propos de ce financement, il serait évalué à combien pour remettre en activité cette ligne de 17 km? Alors la ligne en elle-même, il faudrait compter un investissement de 180 millions d'euros. Après en comptant l'achat des trains nécessaires à l'exploitation, en comptant l'aménagement des parkings relais autour des gares, voilà, c'est parce que c'est important que les gens puissent venir stationner auprès des gares. L'investissement global du projet en lui-même, vraiment la ligne et tout ce qui gravite autour, c'est autour de 300 millions d'euros. D'accord, parce que j'ai entendu que le canton du Valais aurait mis sur la table 22,8 millions d'euros. Oui, c'est ça, il y a un an, le canton du Valais, en signe d'encouragement un petit peu, a voté un crédit d'engagement donc de 23 millions de francs suisses, 5 millions pour la dernière partie d'études qui reste à mener, donc pour construire le projet technique, et 18 millions qui correspondent à 10% du coût des travaux de la ligne. Parce que selon une évaluation, il y aurait près de 4000 usagers qui pourraient emprunter ces 17 km. C'est quand même intéressant, j'imagine, au niveau rentabilité pour le réseau ferré. Oui, tout à fait. Donc ces 4000 voyageurs, ils sont estimés, alors ça dépend les scénarios, mais en tout cas le scénario le plus favorable, c'est 4000 voyageurs jour. On sait que les estimations, elles ont toujours tendance à évoluer. Quand on voit les estimations qui étaient faites sur le Léman Express, côté Évian-Genève, les premières estimations, elles tablaient sur 50 000 voyageurs jour au bout de 5 ans d'exploitation, et au bout de 3 ans, on était déjà à 80 000 voyageurs. Donc ces estimations, elles font que bouger, et elles bougeront de toute façon en positif dans les années futures. Ouais, parce qu'aux heures de pointe, c'est un train tous les 20 minutes, je crois. Alors c'est ce qui est en tout cas envisagé, c'est une cadence horaire toute la journée et renforcée à la demi-heure aux heures de pointe matin et soir. Okay. Vous pouvez juste nous rappeler votre association? Oui, donc c'est l'association RER Sud-Léman qui milite pour la réouverture de la ligne Évian-Saint-Gingolph. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonjour, alors je suis à côté de Monsieur Burnet, alors vous êtes maire de Lugrin. Exact. Et sur le sujet de la ligne du Tonkin, vous êtes pleinement concerné puisque la gare de Lugrin, autrefois il y en avait une qui est fermée aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur le sujet de cette ligne? Rien de bien particulier qu'on ne connaisse déjà, puisque Lugrin c'est la commune qui possède le plus long linéaire. Sur les 17 km, on en a 6. Et évidemment, ça nous intéresse beaucoup pour plusieurs raisons, mais la première des raisons, c'est la réduction de la circulation sur la RD 1005 qui est tristement connue. Accidentogène. Qui est accidentogène et où effectivement on a aussi beaucoup de bouchons qui ne sont pas forcément dus à des accidents. Mais la réduction de la circulation est une chose extrêmement importante, sachant qu'il n'y a pas que le bateau, il n'y a pas que le train, mais il y a aussi peut-être les bateaux, des choses comme ça. Voilà. D'accord. Parce que cette route, c'est à peu près 12 000 personnes par jour qui l'empruntent. Alors, ce n'est pas nécessairement que des frontaliers non plus, mais toute personne confondue, je veux dire, ça fait un gros trafic. Et la ligne en elle-même, il considérerait, selon une évaluation, à plus de 4 000 usagers par jour. Oui, aux alentours de 4 000 par jour. Moi, en tant que maire de Lugrin, c'est un peu particulier parce que je suis à la convergence des 3 départementales qui n'en font après plus qu'une, c'est-à-dire la RD 1005 pour aller sur Saint-Gingolph. Donc effectivement, je suis concerné à 3 endroits de la commune, si vous voulez, le bord de lac, le plateau, et puis le Haut, le Pays de Gavot.
Est-ce que la population au niveau de Lugrain est favorable à cette remise en service de ligne? Oui, en grande majorité, oui. Alors, on a quelques personnes qui n'y sont pas forcément favorables parce que, il ne faut pas se cacher, c'est parce qu'elles habitent tout à fait au bord de la ligne et qu'effectivement, ils ont peur des nuisances. Sachant que pour les rassurer, je dirais qu'aujourd'hui, les trains ne font plus le bruit qu'ils faisaient auparavant et que si quelque chose devait faire du bruit, ce sont plus les rails que les trains. Voilà. D'accord. D'un point de vue économique, si on parle d'économie, qu'est-ce qu'au niveau de votre commune, ça peut apporter, par exemple? Ça peut apporter... économiquement, je ne sais pas. Ce que ça peut apporter du confort en premier, du confort à mes administrés, dans la mesure où j'ai à peu près 50% de ma population active qui travaille dans le canton de Vaud, le canton du Valais. Et pour plus parler du Valais, puisque la ligne de Tonkin nous mènerait dans le Valais, c'est sûrement pas loin de 25% de ma population active. C'est extraordinairement important. Des gens qui mettent quelquefois jusqu'à 2 heures pour faire le voyage jusqu'au travail ou pour en revenir. Là, effectivement, avec une ligne ferroviaire et des transports publics de l'autre côté à l'arrivée, ça peut être quelque chose d'extrêmement intéressant pour eux. C'est du confort, mais du vrai confort, c'est-à-dire de la fatigue en moins. Oui, évidemment. Merci beaucoup, M. Burnet, maire de Lugrain, de nous avoir accordé un peu de temps de parole. Merci. Je vous en prie. Bonjour, donc vous êtes monsieur? Je suis Jean Gallet, je suis cheminot en retraite depuis 28 ans. Ah, d'accord. Il y a 40 ans que je me bats pour réhabiliter cette ligne. Et je vais évoquer, à travers une exposition, le travail d'un artiste cheminot qui est dessinateur et comment il a ressenti au fil de ces années la situation du tunnel du Mont Blanc en 99, ce qui a déclenché beaucoup de prise de conscience. Et cet artiste l'a traduit dans une série de petits tableaux. Voilà. Intéressant, donc expliquez-nous un petit peu tout ça. Alors, la première chose, c'est qu'il a fait un rébus, un accident de tunnel, des montagnes qui sont enfumées à Chamonix, etc. Et puis le constat, les accidents, et qui généraient déjà sur la vallée de Chamonix une prise de conscience, et des collectifs s'étaient créés pour empêcher les camions de monter au tunnel. Et ces associations ont pris de plus en plus d'importance dès les années 94-95. On voit ensuite comment a été traitée l'autoroute entre Annecy et Genève, où on avait sollicité que la plateforme soit à la fois routière et ferroviaire. On n'a pas eu gain de cause et les choses se sont poursuivies sans que la question des 17 km qu'on appelle le maillon manquant sur le tour du lac soit réalisée. Ça a donné lieu à de belles manifestations. Celle-ci est de 95. Et on continue de travailler sur ces petites vues. Elles sont des fois partisanes, mais elles traduisent quelque chose qui, d'une manière étonnante, est encore visible aujourd'hui et notre quotidien. Oui, on a toute la ligne historique là jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc on reprend les critères. Quand il y a de la pollution, il faut respirer. L'affiche qui est la plus marquée, c'est celle où, derrière son volant, on est prisonnier de sa vie. On ne peut pas lire, on ne peut pas rêver, et une vie est un peu amputée. Les choses sont assez classiques jusqu'à cet article, ce tract, qui justement, partant de ce qu'est le collectif transport qui s'est constitué, avec 43 associations, partis politiques, syndicats, municipalités, préconise un certain nombre de mesures. Et dans ces mesures, on trouve la ligne qui deviendra le CEVA, le Léman Express, la ligne du Tonkin sur laquelle on est qui n'est pas réalisée, et la ligne des Carpates qui, elle, a été faite. Donc on est bien sur ce maillon manquant, avec toujours les mêmes choses qui se produisent. On refait encore manifestation en 2000, toujours pour aller sur ces 17 km manquants, en évoquant toujours les questions argumentaires
et même quelquefois de l'impertinence. Mais c'est le propre de l'artiste. Et on a vécu avec cette collection jusqu'à aujourd'hui, avec toujours le même engouement, mais toujours l'insatisfaction. Aujourd'hui, on voudrait arriver à ce que lorsqu'on met les investissements sur l'A412, sur aussi 17 km, comme c'est étrange, on puisse mettre l'investissement sur 17 km de voies ferrées qui donnerait de l'air à l'ensemble du bassin lémanique. Pour la protection de l'environnement, ça serait aussi une bonne chose. Exactement. Et à votre avis, pourquoi il y a un blocage apparemment? Alors, j'ai beaucoup étudié l'histoire départementale. Dans les années de création du ferroviaire en Haute-Savoie, tous les élus, les édiles, etc., demandaient d'avoir une voie ferrée, c'était un peu la mode, d'intérêt local, disait-on. Ça a commencé, ça s'est fait. Et puis lorsqu'est venue historiquement l'époque de l'or blanc, on est parti sur la mode de la voiture, etc. Et on a négligé les investissements ferroviaires en Haute-Savoie, ce qui fait qu'on n'a que des voies uniques qui ne permettent pas de développer le trafic et que, comme ici, sont interrompues. Donc on aurait privilégié des intérêts extérieurs à ce département, enfin ces départements, cette zone géographique. Sur la raison et sur les évidences, à l'heure actuelle, on est à côté. On a un exemple à côté avec nos voisins suisses, qui font quand même un niveau de transport ferroviaire extraordinaire, alors que nous, on n'est même pas capable de démarrer un investissement pour 17 km. Bonjour, alors sur Radio TV Cœur de Savoie, je suis à côté de Géraldine, Madame la maire de Saint-Gingolph. Et aujourd'hui, on est sur Évian, place Charles de Gaulle, sur le sujet de cette fameuse ligne du Tonkin, ces 17 km manquants qui permettraient de faire la boucle autour du lac Léman. Vous, en tant que maire à Saint-Gingolph, vous êtes pleinement concerné puisque ça sera en fait le relais avec le réseau ferré suisse. Donc, qu'est-ce que vous avez à nous dire aujourd'hui ? C'est vrai que cette ligne, elle est absolument capitale parce qu'entre Évian et Saint-Gingolph, il y a une route qui date de Napoléon, qui n'est absolument plus adaptée au trafic qu'elle connaît. Tous les villages traversés, y compris Saint-Gingolph, sont asphyxiés littéralement par les bouchons et par le trafic. Et la seule alternative pour décompresser cette ligne, c'est justement la réouverture de la ligne ferroviaire de 17 km entre Évian et Saint-Gingolph, en complémentarité aussi avec les liaisons lacustres pour les liens nord-sud vers Lausanne. Alors, on parle d'une fréquentation de 12 000 véhicules jour, c'est énorme pour une route telle que celle-ci, c'est même accidentogène je dirais, donc cette ligne permettrait d'acheminer plus de 4 000 personnes par jour. Oui, tout à fait, ça, plus de 4 000 personnes par jour, donc c'est vraiment extrêmement conséquent. Puisque voilà, ça peut correspondre à peu près à un tiers du trafic actuel sur la route. En complémentarité avec le potentiel développement des liaisons lacustres, ça amènerait un réel plus. Et en plus, un transport décarboné à l'heure du dérèglement climatique, c'est capital aussi. Alors sur la question technique maintenant, parce qu'on nous a dit que vous étiez très au courant de ça, pour la réhabilitation de cette ligne, je sais que le canton du Valais apportait sur la table 22,8 millions de francs suisses, mais ça serait un budget de combien au final ? Alors au final, l'entier du budget, c'est 300 millions. Après, c'est des montants qui peuvent faire extrêmement peur, mais ensuite, lorsque l'on regarde les financeurs possibles et puis aussi les dépenses que cela inclut, il y a aussi les quelques rames supplémentaires qu'il faut acheter. Quels seraient les financeurs ? Eh bien, les financeurs potentiels, du côté des rames et du matériel roulant, c'est la compétence de la région. Du côté des études, ça peut être aussi engagé à travers la participation du canton du Valais, donc il y a, comme vous l'avez dit, déjà débloqué des sommes conséquentes. L'État dans le cadre du contrat de plan, la région bien sûr, et puis du côté de l'infrastructure, il est très clair que cela devra passer par un cofinancement franco-suisse, puisque c'est une ligne d'intérêt international. Donc dans ces infrastructures et dans ces 300 millions, qu'est-ce qu'on y met ? L'aménagement de parking, de réfection des gares, la voie ferrée en elle-même ? Tout à fait, il y a aussi tout un module dans cet investissement d'aménagement des gares, de quartiers véritables
nouveaux quartiers aussi autour des gares, que ce soit à Neufcelles ou à Lugrin, ou aussi la dynamisation du très beau village de Meillery. Et donc il y a vraiment aussi des possibilités d'articulation de projets urbains autour des nouvelles gares. C'est vraiment ce qui se fait aujourd'hui pour donner à la ligne tout son potentiel. Alors j'ai compris que vous étiez président du SIAC, je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça? Tout à fait. Alors qu'est-ce que le SIAC pourrait apporter, lui, de son côté, au niveau de cette ligne? Alors le SIAC, il est le garant quelque part de la cohérence de l'ensemble des études à l'échelle du Chablais. C'est vrai que nous avons déjà apporté le financement pour les collectivités chablaisiennes des gares, de la participation des collectivités aux gares du Léman Express, par exemple, sur notre territoire. Le SIAC participe aussi au financement des infrastructures désenclavement, aussi beaucoup à des études qui permettent d'assurer la cohérence entre ce Chablais qui est parfois un peu divisé de part et d'autre de la Drance. Et le SIAC vraiment amène cette forme de cohérence et aussi justement a été un acteur clé jusqu'ici du désenclavement multimodal du territoire. Alors peut-être la chose la plus portrice, je dirais, c'est peut-être l'ouverture sur la Suisse finalement. Alors c'est clair que ce projet, il est important, il est viable parce qu'il y a ce lien vers la Suisse, surtout un lien qui fait que, comme vous l'avez dit, on fait le tour du lac, mais plus au-delà, et ce projet fait partie d'une interconnexion entre deux RER dans des régions urbaines très dynamiques. On ne parle pas de la réouverture d'une petite ligne, on parle vraiment d'un maillon manquant dans une métropole autour du lac Léman qui est très très dynamique et qui mérite réellement cette ligne. Et c'est sûr que tous les partenaires doivent être autour de la table pour pouvoir dynamiser le territoire de façon durable. Parce que si on y met un regard touristique aussi, celle-ci pourrait plaire aussi aux gens qui viendraient dans cette région pour faire le tour éventuel du lac ou même d'autres balades qui pourraient être très sympas, notamment de ce côté. Tout à fait. Bon, la ligne bénéficie déjà et à sa réouverture d'une magnifique vue en encorbellement sur l'entier de son tracé qui en ferait rien qu'en elle-même un objet touristique. Mais plus encore, il y a tout le tourisme d'achat, les loisirs. On sait aujourd'hui que les visiteurs sont friands aussi de modes de voyage plus durables, pas forcément dépendre de la voiture. Et c'est sûr aussi que, par exemple, pour interconnecter les domaines skiables du Chablais, que ce soit le Chablais français et les Chablais suisses, ça peut être aussi très intéressant depuis Genève, par exemple. Donc parce qu'on parle souvent du Chablais comme zone un peu enclavée, là ça permettrait d'ouvrir les portes sur un espace beaucoup plus grand financièrement, mais aussi économiquement, touristiquement parlant, et sur plein d'autres facteurs. Tout à fait, puisque c'est vrai que depuis Saint-Gingolph, on peut se vivre enclavé vu depuis la France, mais nous avons une gare et nous sommes proches, on le voit bien, d'une région urbaine très très dynamique, avec un pôle industriel, beaucoup de services aussi, c'est vraiment ce partenariat, cette forme de coopération très constructive avec la Suisse qui rend ce projet vraiment pertinent. Bien sûr qu'il y a un équilibre aussi qui doit être trouvé. Il ne faut clairement pas que la Suisse siphonne notre marché du travail, ça c'est important. Mais néanmoins, ces liens, ils existent déjà. Personne n'arrivera à les effacer, on ne peut pas les nier. Et il faut construire des modalités durables pour que ça se passe le mieux possible pour le territoire et ses habitants. Qu'en disent les habitants de Saint-Gingolph côté suisse? C'est intéressant, j'aimerais bien avoir votre retour. Les habitants de Saint-Gingolph côté suisse, ils vivent aussi comme côté France les bouchons. Puisque, alors nous, côté France, on les a le matin lors du passage de la frontière dans le sens France-Suisse, mais les habitants de Saint-Gingolph suisse sont aussi asphyxiés par les bouchons des travailleurs qui rentrent chez eux le soir. Et donc ils sont exactement dans la même galère en fait que nous, et ce sont des situations de congestion côté suisse qui vont jusqu'à plusieurs kilomètres de Saint-Gingolph. Il y a presque une demi-douzaine de communes côté suisse qui sont aussi concernées et qui trouvent un intérêt à la réouverture de cette ligne au trafic voyageurs, pour leur développement, mais aussi pour la qualité de l'air et les pollutions. Donc sur un regard global sur ce projet de réouverture de cette ligne du Tonkin, c'est plutôt positif en fait. Pour moi, bien sûr, c'est positif, c'est un projet absolument capital. Maintenant, il faudrait encore plus de volonté, je pense, à tous les échelons, pour pouvoir accélérer. Ce projet, il est réalisable, il est viable, et tout l'enjeu, c'est qu'on ait un discours clair, une mobilisation, que ce soit
voilà, en prélude des élections municipales, mais dans quelques mois, dans peu de temps, il y aura aussi des élections départementales, régionales. C'est absolument capital que voilà, les élus qui sont en place, ceux qui veulent se présenter, soient extrêmement clairs et s'engagent très clairement en faveur de ce projet qui est absolument essentiel. D'accord. Bah, merci beaucoup, Madame le maire de Saint-Gingolph, de nous avoir accordé un peu de temps. Merci. Merci. Bonsoir monsieur. Bonjour madame. Est-ce que si la ligne donc, du Tonkin a été remise en fonction, hein, si ce projet était mis en place, est-ce que vous utiliseriez le train, en fait, la ligne pour aller? Pourquoi pas? Mais qui c'est qui décide là-dessus? Il y a beaucoup d'acteurs en fait qui interviennent sur cette réhabilitation de la ligne parce qu'elle existe déjà mais elle n'est plus utilisée. Donc il y a la région, il y a les communes du Chablais, il y a des communes dans le Valais en fait. Et maintenant aussi dans le canton de Vaud. Donc il y a énormément d'acteurs en fait qui sont sur ce projet-là. L'idée c'est de savoir si la population est intéressée et vraiment est motivée pour... Je pense qu'elle serait intéressée, oui. Ouais. Oui, parce qu'il y a des transfrontaliers qui vont travailler de l'autre côté de la frontière. À part le bateau, il n'y a rien d'autre. Le bus, c'est encore. Oui, d'ailleurs, le bus, parlons-en, jusqu'à Saint-Gingolph, mais après, en fait, il n'y a pas de connexion. Ben non, je sais bien. J'ai travaillé là-dedans, alors je sais. Vous avez travaillé dans les transports? Ouais, chauffeur de bus. Chauffeur de bus, effectivement. Donc, justement, vous avez une vision Oui, bien sûr, mais il faudrait qu'on se bouge. Je dis pas en face, mais plus ici, quoi. Oui, plus ici, parce que les transports ne sont pas suffisamment développés. Non, et puis... je sais pas si c'est question financière ou j'en sais rien. Non, je sais pas, mais en tout cas, vous seriez ravi que ça se mette en place. Ah oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Très bien, merci monsieur. Merci à vous.